Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la pause RH. On sait qu'on est en milieu d'année, c'est juin, c'est les évaluations à mi-parcours. On sait que l'année et voilà, on est à fond dans les exécutions budgétaires. Il faut savoir si on est dans les temps, si on suit bien les objectifs, si tout se passe bien. Et c'est aussi la période où on a une surcharge ou un surcroît d'activité, parce que quand il faut s'assurer qu'on est en train de bien faire les choses, on peut avoir un surcroît d'activité. Et aussi, les enfants vont bientôt être en clôture des classes. Donc, une nouvelle problématique va arriver. Comment on gère les petits bouts, comment on gère la famille, comment on gère plein de choses. Et ça nous amène à discuter d'une thématique très intéressante et qui nous tient particulièrement à cœur, vous l'aurez constaté. C'est l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et on va se poser la question ensemble ce soir avec les copines. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est possible? Ou alors est-ce que c'est mission impossible? Salut Khadi, contente de te retrouver. Comment ça va? Ça va, Patience. Très contente aussi de vous retrouver toutes les deux. Et toi, est-ce que ça va? Moi, ça va. Moi, ça va toujours bien. Même quand ça va pas, ça va bien. Donc, c'est le meilleur moyen de remettre le cerveau en état. Donc, même quand ça va pas, ça va bien, tout va bien. Donc, Ousmina, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu. On est contente de t'avoir. Tout le plaisir est pour moi. Je suis très heureuse et je peux dire que je vais très bien aussi. Je prépare mon esprit comme toi. Super. Alors, nous, ça va. Tout va bien pour nous. J'espère que vous, ça va. Donc, vous avez votre café, votre thé, un bonbon, des biscuits. Vous faites ça comme vous voulez. Et on va discuter équilibre, vie personnelle, vie professionnelle. On va partager sur les éléments qui vous touchent, qui vous parlent. Et n'hésitez pas à nous mettre en commentaire vos questions ou les choses que vous voudrez qu'on aborde, les sujets que vous voulez qu'on aborde. Et on sera heureuse avec les filles d'aborder ça et de partager avec vous sur ces différentes thématiques. Alors les filles, on va plonger dans le vif du sujet et encore une fois, ça part d'une expérience qu'on vit, de nos vies de tous les jours, parce que on a eu cette question pendant quelques échanges où on avait Khadi qui disait les filles, j'ai besoin d'aide, je crois que je suis sous l'eau. Alors, c'est quoi être sous l'eau déjà pour bien comprendre, pour camper un peu le décor, pour que les gens sachent un peu de quoi est-ce qu'il s'agit déjà. Pour toi, c'est quoi être sous l'eau? Alors, pour moi, être sous l'eau, c'est ne pas être capable de pouvoir déjà m'épanouir dans un premier temps dans ce que je fais parce que je suis tout le temps en train de courir. Ne pas même faire les choses correctement comme je le souhaiterais parce que je veux être multitâche, je veux être en même temps sur plusieurs choses et finalement, je suis épuisée et je me rends compte que j'ai fait plein de choses, mais j'ai fait plein de choses qui n'ont pas abouti comme je l'aurais souhaité. Donc pour moi, c'est vraiment être ça sous l'eau, subir la pression du moment, subir l'environnement et oublier même qui je suis dans tout ça. Donc je pense que Patience, je pense qu'il y a une expression que tu dis souvent, on n'est même pas acteur de notre propre vie. Oui. Et bien donc souvent être sous l'eau, c'est ne plus être acteur de sa vie et subir. Oui, en effet, c'est vrai que la réponse, quand on a échangé là-dessus, c'était oula, reprends le contrôle très vite parce qu'il ne faut pas lâcher. Faut pas lâcher le volant longtemps. Mais c'est vrai que ça arrive. Alors, Ousmina, en tant que coach, en tant qu'entrepreneur, j'imagine que être sous l'eau, c'est quelque chose qui te parle. Donc, ma question, ce serait déjà toi, quelle est ta définition déjà d'être sous l'eau, mais surtout de savoir c'est quoi l'équilibre? Comment tu définirais, toi, l'équilibre? Merci Patience. C'est une question très profonde parce que l'équilibre, en règle générale, l'équilibre, c'est pouvoir concilier réellement sa vie professionnelle, sa vie privée, pouvoir gérer les deux, être épanoui, pouvoir bien gérer son temps et
faire des activités en plus. Mais est-ce que mon équilibre est égal à ton équilibre? Est-ce que être sous l'eau pour Hadi, comme elle l'a dit, c'est la même définition que j'ai d'être sous l'eau? Parce qu'en réalité, nous sommes chacune différentes. Nous vivons des réalités différentes. Il y a des moments où on a vécu la Tabaski, toutes, il y a des femmes qui avaient toujours le soutien parce qu'elles ont leur maman encore là, elles ont une petite tante qui peut les soutenir. Et moi, par exemple, je n'avais personne, je n'ai pas eu de nounou, je n'ai pas eu d'aide ménagère et tout. Je me suis retrouvée à devoir gérer et ma vie en tant qu'entrepreneur, ma vie en tant que mère. Et je devais faire la cuisine, le ménage, ranger, j'étais dans tout à la fois. Et en même temps, mes accompagnements aussi, c'est les nuits. Et les soirs, j'ai les enfants qui doivent aller à l'école, il faut les préparer, il faut faire ceci ou cela. Là, je peux dire qu'il y a des moments où on est vraiment sous l'eau. On se dit qu'on n'est pas équilibré parce qu'on est dans tout à la fois. On se couche à minuit, 1h, 2h. Et à 5h, on est déjà debout parce qu'il faut encore préparer les enfants et rebelote. Radi a dit tout à l'heure que c'est pas évident parce que quand elle est sous l'eau, elle n'arrive pas à vraiment jongler, gérer les choses, elle ne se retrouve plus. Mais pour moi, l'équilibre, c'est vraiment le fait de se sentir épanoui, même si on est sous l'eau, malgré qu'on soit sous l'eau. Parce que le fait, pour moi, d'accompagner les gens les soirs, de faire du coaching, de devoir accompagner les gens dans leur propre développement personnel, pour moi, ça va au-delà de tout. Donc, même si je suis multitâche, je gère la maison, je gère tout, et je fais une seule séance d'accompagnement, ça remet mon compteur à zéro et ça me met dans mon équilibre. Et si je rajoute le sport à cela, ça fait que ma définition de l'équilibre, c'est cela. Ah, c'est super, j'adore quand tu dis ma définition de l'équilibre, parce que justement, ça allait être ça ma question, c'était de savoir, est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce qu'il n'y a pas autant d'équilibre qu'il y a de personnes? Et Hadi, je me tourne vers toi, c'est de savoir pour toi, quelle serait ta définition de l'équilibre? Tu as vécu un moment où tu t'es dit, je suis sous l'eau. Donc, à quel moment, puisque tu sais que tu es sous l'eau, à quel moment est-ce que tu considères que tu as retrouvé un équilibre? Pour toi, c'est quoi être équilibré? Oui, effectivement, hein, je crois que c'est un point très important. Les notions divergent d'une personne à l'autre parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes réalités, donc c'est normal. Et personnellement, pour moi, l'équilibre, justement, j'ai parlé d'épanouissement, c'est que je subis. J'ai pas une problématique avec le fait de faire plusieurs choses, mais il faut prendre plaisir quand même dans tout ce que je fais. Exactement. Et donc, pour moi, dès lors que j'arrive justement à retrouver cette forme d'épanouissement en me disant je ne subis plus, je suis vraiment acteur, je le fais parce que je veux le faire, parce que ça doit m'apporter quelque chose, là je retrouve cet équilibre-là. Donc, pour moi en fait c'est comme quand par exemple on se dit qu'on ne peut pas donner beaucoup de temps à nos enfants. Moi c'est des sujets qui m'interpellent énormément parce que j'ai des enfants et je me disais à l'époque tout le temps je veux avoir plus de temps avec mes enfants, c'est ce qu'il me faut pour être bien, c'est ce qu'il me faut pour être équilibré. Avec le temps, j'ai compris que c'était pas de plus de temps que j'avais besoin, mais j'avais besoin de temps de qualité avec mes enfants pour me sentir mieux. Et donc, ça n'a pas changé en soi tout ce que je faisais. Ça n'a même pas réduit ma charge de travail, de tout ce que j'ai à faire et tout. Mais je me suis rendu compte que je pouvais faire ce que je fais et je pouvais les faire d'une manière qui me permet d'être plus en accord avec qui je suis. Génial. Donc souvent, c'est des questions de réorientation, de réadaptation, de repositionnement de certaines choses pour pouvoir y arriver. Une deuxième chose également qui m'a aidée à vraiment atteindre cet équilibre-là, c'est que je me suis départie de « je dois savoir tout faire ».
Je dois être une bonne RH, je dois être une bonne professionnelle, je dois être une bonne maman, je dois être une bonne épouse, je dois être une bonne fille, une bonne mère, une bonne. Mais finalement, dans tout ça, Wonder Woman. finalement, qui je suis, on ne peut pas être bon dans tout. Donc, il faut accepter par moment, mais justement, de se dire que je ne peux pas tout faire. Je ne suis pas une super femme et donc, je fais de mon mieux. Voilà. Et donc, c'est des choses vraiment qui m'ont beaucoup aidée et qui m'aident toujours à pouvoir essayer de trouver quand même cette harmonisation-là, je vais dire, entre ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Et voilà. Et je compartimente quand même chaque aspect de ma vie. Le côté pro est là, la vie sociale, la vie amicale, la vie de maman, la vie d'épouse. Et puis, j'arrive à joindre un peu tout ça. Génial. J'ai beaucoup ce que tu dis et justement ce mythe de devenir la Wonder Woman parce que on est éduqué pour être super en tout. Il faut être la super maman, la super mère. Il faut être et aujourd'hui avec les discriminations que les femmes peuvent vivre en milieu professionnel où on se dit les femmes pour pouvoir émerger, pour pouvoir s'affirmer, doivent faire beaucoup plus que les hommes dans le milieu professionnel. Donc, ça rajoute une charge supplémentaire en termes de travail. Mais je pense que le point que vous avez abordé et qui est essentiel, c'est vraiment de comprendre et d'accepter que chacun a son équilibre. Chacun doit pouvoir trouver son point d'équilibre et qu'il n'y a pas déjà une définition de l'équilibre. Parce que, comme Ousmina l'a dit, on a plusieurs casquettes, on a plusieurs choses à faire, on a plusieurs métiers, on a plusieurs activités. Et c'est vraiment de pouvoir passer d'une activité à une autre et se mouvoir dans ces différents univers, mais de manière à, comme tu l'as mentionné, et c'est très important, à être épanoui, à véritablement vivre chaque instant pleinement. Et c'est vraiment cette question de qualité. Et ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. C'est-à-dire, si je dois passer des moments au travail, il faut que je sois de manière qualitative au travail. Et quand je passe dans la vie personnelle, il faut que je sois qualitativement dans ma vie personnelle. Et en effet, c'est un point important. Et ce que tu as mentionné m'intéresse particulièrement, Ousmina, et c'est là où je veux venir, toi qui accompagnes les gens dans leur développement personnel, c'est comment est-ce qu'on doit dealer avec ces lacunes? Parce que ce qui nous crée des fois des déséquilibres, c'est justement ce culte de la perfection qui est permanent, où on veut être au top du top dans tout, à chaque fois, à chaque moment. Donc, comment tu accompagnes, toi, tes coachés sur la gestion de leurs lacunes, de leurs limites et ce culte de la performance? Très bien. Effectivement, on ne peut pas être parfait. On n'est pas parfait et il faut apprendre. En fait, il faut se comprendre et se dire qu'on est humain après tout. On a le droit de faire des erreurs parce que souvent, on a tous les fossés qui viennent nous perturber, ces fossés qui nous enchaînent et on se dit non, on a peur de faire des erreurs, on a peur de faire d'échouer. Quand on commence les choses, on ne se permet pas d'être authentique et d'être naturel parce qu'on veut toujours se forcer à faire les choses et se dire qu'on peut tout faire. Donc, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne la personne et on dit à la personne, il faut s'accepter soi-même, comprendre qu'on est humain, se dire et alors qu'on n'est pas obligé d'être calqué dans un moule, c'est-à-dire ce que tout le monde se dit, qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, tu dois être ceci, tu dois être cela. Tu ne peux pas être ce que les autres disent de toi ou ce que les autres pensent de toi ou comment les autres voudraient que tu sois. Tu dois être celle que tu es, t'assumer, t'accepter, accepter aussi de faire des erreurs. Et comme l'a dit Mohamed Bouclé, il a donné une citation la dernière fois lors d'une interview. Il a dit que le plus souvent, ce qui arrive aux gens, c'est que la peur de l'échec a vraiment détruit plus de rêves que l'échec lui-même.
Exactement. On a tellement peur d'échouer qu'on ne se donne pas la latitude d'oser faire les choses. Donc, on a déjà échoué avant même d'avoir commencé. Voilà. En effet. Et non seulement il y a cette peur d'échouer, et il y a la peur de décevoir. Oui. Il y a cette peur de décevoir et qui est véritablement un boulet dans la vie de beaucoup de personnes. Parce que on a tellement peur de décevoir, on a tellement peur d'être mal perçu, on a tellement peur d'être jugé qu'il y a un point essentiel, on devient en fait esclave de cette peur. Et elle se traduit souvent en entreprise particulièrement, Khadi, par cette incapacité à dire non. Qui est une grosse source de déséquilibre. Ah, oui. Donc, qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas à dire non, au-delà de la peur Pourquoi ils disent pas non? Alors, souvent, ça peut même être dû à des facteurs, on va dire, culturels, à l'éducation, à beaucoup de choses. Et par moments, on se dit que quand on dit non à l'autre, c'est comme si on était vraiment en train d'atteindre l'autre dans sa chair. On est en train de lui faire du mal parce qu'on lui a dit non. Il y avait des attentes, donc la déception, comme tu disais. Et c'est comme si les personnes ne pouvaient pas me faire confiance. On se fait beaucoup de films dans nos têtes. Et on se dit non, par exemple, dans le milieu professionnel, si je dis non à mon manager, peut-être qu'il y aura des répercussions sur mon évolution. Donc, il y a vraiment cette crainte-là, souvent d'être jugé, d'être incompris, d'être beaucoup de choses, mais qui finalement ne résonnent que dans notre tête. Parce qu'on n'est pas à la place de l'autre. Et je pense que tout le monde, tous les coachs, tous les spécialistes en développement personnel vont répéter la même phrase. Souvent, dire non à l'autre, c'est se dire oui. Et ce que moi je dis, c'est que il y a des années en arrière, j'étais là tout le temps à vouloir être dans tout. C'est-à-dire, il fallait que je sois vraiment, je suis tout le temps en train de courir parce que je veux être dans tout et tout. Et une fois, j'ai ma cousine qui m'a dit, mais Khadi, à un moment, je pense que tu dois un peu lever le pied pour pouvoir mieux donner en retour. Et j'ai compris que j'ai le droit, en tant qu'épouse, maman, professionnelle, tout ça, de décider de dire qu'un jour par semaine, je ne suis ni épouse, ni maman, ni rien. Je suis Khadi. Je me ressource. Je prends du temps pour moi pour pouvoir maintenant être capable de donner toutes celles que je suis vraiment aux personnes qui comptent pour moi. Et donc, par moment aussi, c'est important de se dire oui. Tu dis non à l'autre, pas parce que tu as envie d'être méchant ou quoi, mais tu le dis non parce que c'est une nécessité pour toi de te dire oui, je ne peux pas le faire pour le moment, peut-être plus tard, ou je t'invite à voir avec Patience ou Smina qui peuvent t'aider. Présentement, je ne peux pas parce que j'ai décidé de prendre 2 heures pour moi, pour me ressourcer, pour. Et donc oui, c'est une réelle problématique qui est là et on doit se départir justement de ces facteurs bloquants-là, de la peur. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'assertivité. Comment aujourd'hui dire non en maintenant les relations? C'est difficile, mais ça s'apprend. Voilà. Et justement, Ousmina va embrayer là-dessus parce que l'idée c'est, oui, il faut dire non, mais il faut savoir dire non. Il faut dire non, mais il faut savoir dire non parce qu'à mes collaborateurs, des fois, je dis, il faut savoir dire non en donnant l'impression de dire oui. Parce que ça aide. Donc, la façon dont on dit non garde la personne dans le mouvement. On dit non sans briser la personne. Parce qu'il y a des demandes qui peuvent arriver et tout de suite on dit non. On brise, on ferme. Et c'est ça. Alors, Ousmina, de manière pratique, quand on veut pratiquer, enfin, on veut faire preuve d'assertivité, comment est-ce qu'on dit gentiment non? Comment dire gentiment non? Et moi, ma méthode, c'est sourire gentiment et je dis à la personne, écoute, parce qu'il faut expliquer aussi à la personne pourquoi tu dis non. Ok. La personne vient te voir, elle dit qu'elle a une urgence et tout. Toi aussi, tu as tes propres urgences. Tu dois pouvoir expliquer à la personne que voilà, j'ai des urgences aussi, j'ai des tâches et permets-moi de finaliser ce que je suis en train de faire et essaye de voir s'il y a une autre personne qui peut aussi t'apporter son soutien. Souvent, comme elle a dit tout à l'heure, c'est qu'on a tendance à toujours se dire si je dis non,
je vais frustrer les autres. Si je dis non, je serai mal vue, je serai mal perçue et tout. Mais en réalité, dire non, c'est tout à fait normal. Parce que quand on ne dit pas non, on se dit qu'on ne peut pas gérer son temps, on est trop pris. En réalité, on ne peut pas gérer son temps parce que le temps qui nous est alloué est le même. On a 24 heures par jour. Et si on décide de ne pas dire non gentiment, on risque de cumuler énormément de choses et de tâches qui feront en sorte qu'on ne peut plus se gérer dans le temps qui nous a imparti. Exactement. Donc, du coup, apprendre à dire non, c'est très important. C'est se choisir, c'est décider que oui, je mets la priorité sur mes tâches d'abord, sur mes besoins, avant d'aider les autres. Parce que sinon, les personnes qui viennent vous demander de l'aide le plus souvent, elles abusent. Exactement. Plus tu donnes de l'aide, plus elles vont venir, ah, mais de toute façon, comme elle peut le faire à ma place, je vais en profiter. Exactement. Donc, il faut apprendre à dire non pour non seulement aussi avoir du respect, parce que parfois, quand tu dis tout le temps oui, 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 tu perds le respect que la personne a envers toi. Et ça devient une routine, la personne ne te lâche plus. Exactement. Et c'est, comme tu dis, une question de respect et déjà une question de respect de soi-même. Il faut pouvoir avoir conscience de ce qu'on a à faire, avoir une vraie cartographie de son temps, de savoir que le temps qui m'est alloué, il est une ressource que je ne peux pas dépenser n'importe comment, parce que autant je gère ma ressource financière, autant je dois gérer ma ressource temps. Et beaucoup de gens n'ont pas cette notion du temps comme une ressource. On a l'impression que le temps est élastique pour nous, et particulièrement nous en Afrique. C'est pour ça qu'on est tout le temps en retard dans les réunions ou autres, parce qu'on a l'impression que le temps n'est pas une ressource. C'est vrai que les anglo-saxons disent time is money, parce qu'ils le quantifient. Mais véritablement, le temps qu'on a est une ressource qu'on doit pouvoir gérer, qu'on doit pouvoir attribuer, qu'on doit pouvoir allouer à certaines tâches ou autres. Et moi, j'aimerais bien, Khady, ton avis là-dessous ou quelques idées pour accompagner nos amis qui nous regardent, de savoir comment je gère ma ressource temps et déjà comment quantifier le temps dont je dispose. Parce que, voilà, j'ai certes 24 heures, mais en fait, les 24 heures, elles ne m'appartiennent pas. Il y a du temps pour moi, du temps pour les autres. Alors, comment je fais? Je pense que première chose à faire, ce que j'aurais suggéré, c'est déjà de faire un peu son tableau de bord. Qu'est-ce qui est important pour moi d'abord? De manière holistique, pas forcément sur le pro, perso, amical, tout. Je regarde, qu'est-ce qui est important pour moi cette année? Qu'est-ce que je veux véritablement faire de ma vie en 2025, par exemple? Sur quoi je veux jouer? Et c'est pour cela que, typiquement, l'outil de la roue de la vie aide énormément. Parce que ça nous permet de voir tous nos domaines, d'apprécier un peu par rapport à nos domaines où est-ce qu'on est plus ou moins bien satisfait, où on n'est pas du tout satisfait et ajusté. Et donc, une fois que j'ai identifié ce qui est véritablement important pour moi, je vais prioriser. OK, dans ce lot-là, je sais que le travail est important pour moi. Je sais que peut-être la spiritualité, aller à la mosquée ou à l'église occupe une part importante de ma vie. Je veux avoir le luxe de déposer mes enfants tous les matins à l'école, déjeuner avec eux. J'ai vraiment cette cartographie-là. D'accord? J'ai priorisé. Parce qu'aussi, il faut être réaliste. Je pense que c'est ça fondamentalement le problème. On sait ce qui est important pour nous et on veut faire tout à la fois. On n'est pas obligé de tout faire à la fois. Exactement. On peut faire les choses au fur et à mesure. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment les prioriser. On parle beaucoup de matrice d'Eisenhower. Ça aide énormément. Une fois que j'ai fini de prioriser les domaines qui sont importants pour moi, je me dis, OK, dans ces domaines-là maintenant, je vais maintenant dans des sous-domaines. Quand je prends le côté pro, quelles sont les initiatives professionnelles qui m'interpellent le plus, où je me sens bien, où je prends plaisir à faire les choses? Quelles sont celles-là qui sont chronophages, où je n'ai pas du tout, mais qui doivent être faites? Maintenant, comment est-ce que je m'arrange pour pouvoir trouver
accorder beaucoup plus de temps à ce qui me passionne et trouver le moyen d'évacuer très vite ce qui me passionne moins. Est-ce que j'ai besoin d'aide et ainsi de suite. Et on fait la même chose sur le plan personnel. On va prendre... Tu as des enfants, on peut avoir des mamans célibataires par exemple, mais il faut trouver les personnes qui peuvent aider. Il faut mettre en place un système d'aide parce qu'aujourd'hui, on est tous humains. On ne peut pas tout faire, mais on doit avoir l'intelligence de reconnaître sur qui on peut s'appuyer pour y arriver. Et donc, on identifie déjà les personnes ressources. On met en place ce système d'aide-là. Je sais que c'est très compliqué. En Afrique, on a cette chance quand même de se dire que les grands-parents sont là, les tatas sont là, les grandes cousines sont là. Et donc, quelles sont ces personnes-là qui peuvent m'aider? Il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide. Présentement, c'est très chaud. Dans ma liste de priorités ou d'importance, pendant 2-3 ans, je veux me focaliser sur ma carrière. Mesdames, il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à se dire, je veux focaliser sur ma carrière. Par contre, il faut prendre le temps de l'organiser. Ok, pendant 3 ans, je booste ma carrière. Pour y arriver, je sais que j'ai des enfants de bas âge. Qui peut m'aider? Qu'est-ce que je mets en place? Et c'est ça en fait. Donc, tout ce qu'on fait, tant qu'on est bien préparé et qu'on fait une cartographie pour ne pas subir justement les journées, ça va. Ça va très bien. On identifie les bonnes personnes. Quand c'est sur le côté professionnel, les bons outils, les to-do, les what, on trouve des solutions et on s'appuie dessus pour pouvoir délivrer. Voilà ce que je peux partager un tout petit peu comme outil, comme idée. Magnifique, magnifique. Et c'est très pratique et ça permet de comprendre aux uns et aux autres que on ne peut pas vivre au hasard. On ne peut pas vivre ses journées par hasard. On ne peut pas vivre son année allons-y. La nouvelle année est là, on dit bonne année, Happy New Year, et on se fait plein de souhaits de bonne santé, de prospérité et de tout ça. Et on croit que ça va arriver tout seul sans qu'on ait travaillé pour y arriver. Donc, notre année, comme tu dis, nos 12 mois, c'est du temps qu'on a. Comment est-ce qu'on le planifie? Dans les 12 mois, chaque mois a 30 jours, ou 28, au février, comment on fait? Chaque mois a des semaines, comment je gère la semaine. Chaque semaine a des jours, comment je gère ma journée. Et en effet, c'est très important ce que tu viens de dire. Cette planification de tout. Moi, par exemple, j'ai quelque chose, j'ai un outil très important que ma coach me donnait de faire. De ne pas, c'est un principe simple, c'est de ne pas commencer une journée avant de l'avoir terminée. Et moi, j'ai trouvé cet outil mais tellement intéressant, c'est qu'il fallait planifier sa journée du lendemain, mais heure par heure, la veille. Et mais j'ai trouvé ça super impressionnant parce que ça nous donne une productivité, mais extraordinaire. Et quand on planifie sa journée, on ne planifie pas que l'aspect professionnel. C'est sa journée, du coucher au coucher. C'est je me couche à quelle heure, je prie à quelle heure, je me lève à quelle heure, je fais quoi à telle heure, mon petit déjeuner c'est quoi, à quelle heure, mes enfants, et ainsi de suite. Et je me rends compte que c'est beaucoup de choses qu'on ne fait pas. C'est la planification qui est vraiment notre souci dans la gestion de l'équilibre. Parce qu'on a l'impression que les choses viennent, on les fait, les choses elles viennent, on les fait. Et après, on dit, j'ai des imprévus. Ça, c'est le truc qui est génial. La gestion des imprévus. L'imprévu est devenu le truc génial sur lequel tout le monde s'appuie pour justifier. Dire non, j'ai pas le temps. Non, j'ai dû gérer un imprévu. Et dans cet outil, ben, on gère l'imprévu. On prévoit l'imprévu. C'est qu'on se donne du temps pour l'imprévu. Moi, pour rejoindre un peu ce que tu dis, j'ai un manager elle a une méthode très pratique, c'est-à-dire qu'elle va faire son agenda, son agenda sur Teams ou whatever, et puis elle va toujours dédier une slot qu'elle va caler dans son agenda, mais où elle fait rien.
pour lui permettre justement de pouvoir gérer ces imprévus-là. C'est-à-dire, elle le met dans son agenda, tu veux lui faire un call parce qu'on a les agendas à partager, les calendriers, tu vois qu'elle est occupée, peut-être qu'elle est vraiment sur un call ou non, elle a juste calé ça pour que quand on lui dit, ok, il y a un truc urgent à faire, au moins elle se dit, ah, heureusement que j'avais exploité 1 heure qui pourra me permettre de pouvoir gérer cet imprévu. Donc oui, même les imprévus, on les gère, on les anticipe, on les met dans notre programme. Absolument, je suis d'accord. C'est ça. Parce que, mesdames, messieurs, l'imprévu fait partie de la vie. On ne peut pas tout prévoir. Il y a des éléments, des choses qui vont arriver. Donc, vous devez pouvoir l'intégrer dans votre calendrier, l'intégrer dans votre temps pour savoir comment vous réajustez les choses au fur et à mesure et vous avancez. Justement, moi, ce qui m'interpelle beaucoup dans cet équilibre et qui est également un élément que je voudrais pouvoir partager avec toi, Ousmina, c'est parce que justement, moi, je l'entends beaucoup chez beaucoup de personnes, c'est un sentiment quand on ne réussit pas à faire les choses comme il faut ou quand on ne réussit pas, la culpabilité. Moi, c'est le truc qui tue beaucoup de gens. On se sent coupable de ne pas avoir fait ça dans les temps. Je me sens coupable parce que je n'étais pas à la fête de fin d'année des enfants à l'école. Comment on gère la culpabilité? Oui, la culpabilité, ça nous suit, ça nous poursuit tout le temps parce que justement, on revient encore à la question de on veut être parfait. Tout à l'heure, Hadi a dit, on se dit que nous sommes des superwoman, on veut tout gérer et tout, mais en réalité, est-ce qu'on peut tout gérer? Il faut pouvoir déléguer les tâches, il faut se sentir à l'aise avec soi-même quand on ne peut pas tout faire. Parce que c'est important d'être à l'aise, d'être bien dans sa peau, quand on dit non. Quand on dit, quand on nous demande de l'aide, on se dit, j'avais déjà prévu cela. Hadi a dit, il faut planifier ses tâches, il faut tout écrire. Justement, quand on a une bonne visibilité de tout ce qu'on doit faire dans la journée, quand il y a un imprévu qui arrive, on sait à quel niveau on peut se réajuster. Comment on peut enlever cette tâche-là pour la remettre au lendemain si elle n'est pas prioritaire ou si elle n'est pas urgente. Donc, le sentiment de culpabilité, il y en a beaucoup qui l'ont. Mais encore une fois, on a ce sentiment de culpabilité quand on n'est pas tranquille avec soi-même. Quand on n'est pas réellement aligné et quand on se dit qu'on est madame ou monsieur à tout faire. Et moi, j'aimerais bien... Au fait, c'est bizarre. J'ai l'impression que ce sentiment de culpabilité-là, on l'a toujours par rapport aux autres. Mais par moments, je me dis, mais en principe, la personne la plus importante sur cette terre à nos yeux, c'est d'abord nous. Ah, mais tu sais, bien sûr. Moi, j'ai une phrase, sans te couper, mais vraiment... Je dis à tout le monde, la seule personne avec laquelle vous allez vivre toute votre vie, c'est vous-même. C'est clair. En fait, c'est ça. Donc, la personne la plus importante sur cette terre, à mes yeux, c'est moi. Et donc, cette culpabilité-là vis-à-vis de moi, où est-ce que je la mets? C'est ça aussi. C'est-à-dire que souvent, on est dans la vie et on a l'impression d'être deux personnes. On oublie notre corps qui fait partie intégrante de nous-mêmes, notre esprit et tout ça. Et puis on se dit, il y a la Khadi qui est là, qui va dire oui à tout le monde. Mais la Khadi qui est là, qui ne peut pas forcément parler parce qu'elle a besoin de ta voix, qui ne peut pas s'émouvoir parce qu'elle a besoin de tes membres. Qu'est-ce que tu fais de cette Khadi-là? Il faut vraiment prendre le temps de penser à soi. Et puis, en réalité, je te coupe pas, mais c'est pour dire que si nous-mêmes, on n'est pas épanouis, si on n'est pas équilibré, si on ne s'aime pas, comment on peut aimer les autres? Qu'est-ce qu'on peut donner en retour? Tout l'amour que tu te portes, c'est cet amour que tu partages. Mais si en réalité, tu es tout le temps en mode culpabilité, tu te sens tout le temps frustré par rapport à beaucoup de choses, tu vas être tout le temps énervé, tu seras tout le temps fâché, tu seras tout le temps en train de crier sur les autres, même dans ta propre famille. Les enfants, dès qu'ils vont te voir, ils seront crispés. Ouais.
il y a beaucoup de femmes qui vivent comme ça dans leur vie personnelle, dans le foyer, parce qu'elles sont tout le temps frustrées, elles se sentent pas capables, comme on l'a dit tout à l'heure. Elles pensent que comme elles n'ont pas pu servir le dîner à temps, ou bien elles sont arrivées, elles sont rentrées du boulot à 22h, elles sont déjà frustrées et fâchées par rapport à ça, parce qu'elles n'ont pas vu l'enfant dormir, elles n'ont pas pu surveiller les devoirs, etc. Elles sont déjà frustrées par rapport à ça, elles ont ce sentiment de culpabilité. Ça fait qu'elles ne sont pas équilibrées elles-mêmes. Elles ont cette peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas tout le temps bien faire les choses. Mais c'est normal de ne pas pouvoir tout faire et de ne pas pouvoir bien faire les choses. Il y a des jours où on se sent complètement sous l'eau. On ne peut pas toujours tout gérer tous les jours. Donc, il faut accepter cela. Comprendre son corps, comprendre ses émotions, les accepter pour pouvoir vivre en harmonie avec les autres. Exactement. Merci. Et c'est tellement important. Et c'est vrai que on a beaucoup développé ces aspects du point de vue féminin. On a beaucoup parlé des femmes parce qu'on est des femmes. Et, mais ma question, ce serait de savoir, mais est-ce que les hommes ne vivent pas la même chose? Parce que on parle beaucoup de multitâches pour les femmes parce qu'on a plusieurs casquettes. Ce qu'on dit la femme, et il y a la professionnelle, il y a la mère de famille, il y a l'épouse, il y a la belle-fille, ainsi de suite. Elle a plusieurs casquettes et elle veut tout le temps être parfaite. Mais je sais pas, là on va peut-être extrapoler, on va essayer de rentrer dans leur tête. Donc pour les hommes qui nous regardent, partagez-nous vos expériences, s'il vous plaît. Venez nous raconter comment vous vivez l'équilibre vie pro, vie perso, comment vous ressentez les choses. Mais en tant que RH, quand on accompagne les collaborateurs au bureau, comment on vit ça? Comment les hommes vivent cet équilibre? Est-ce qu'ils perçoivent les choses de la même manière que les femmes? Est-ce qu'ils ont les mêmes contraintes? Est-ce qu'ils vivent la culpabilité de la même manière? Voilà. Alors, j'aurais dit il y a peut-être des années, mais alors là, des années en arrière, on aurait dit qu'il y a très peu d'hommes, mais vraiment très peu, qui faisaient face un tout petit peu à cette problématique-là d'équilibre, parce que leur rapport au travail était différent. Pour eux, l'idée c'était d'aller chercher le pain, gagner de l'argent qui permet de payer le pain à la maison pour que la famille mange. Et ça, pour eux, y arriver, c'était la satisfaction, c'était vraiment le niveau ultime à atteindre. Et donc, ils n'avaient pas forcément ce besoin d'équilibre-là, parce que leur travail en eux-mêmes, c'est ce qui leur permettait d'avoir l'équilibre. Et je pense que de plus en plus, par contre, là, les dynamiques, elles sont en train de changer. Parce qu'on parle d'équipe. Maintenant, on parle même plus de famille. Par exemple, je démarre ma famille Joke me concernant, mais on va parler de l'entreprise familiale Joke, où chacun est membre et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et donc, du coup, on parle d'équipe maintenant, de notion d'équipe. Et ce que les femmes font, ben, les hommes aussi seront appelés à le faire. Peut-être qu'on n'est pas encore au niveau souhaité par nous les femmes, mais les lignes commencent à bouger. Et donc, pour revenir en entreprise, on a des collègues souvent qui me disent, Khady, moi je veux déposer mes filles à l'école tous les matins. Les horaires, c'est un peu compliqué. Est-ce que, parce que ce sont des sujets maintenant auxquels ils tiennent, ils veulent, et justement ce temps de qualité, ils peuvent descendre à 21h, 22h, mais ils me disent, si j'arrive à déposer mes filles à l'école le matin, pour moi c'est gagné. Et donc oui, les hommes commencent également à faire face à tout ça. Je dirais que en fait, dans le monde d'aujourd'hui, les choses sont tellement vite, on est tellement dans le rush que tout le monde commence à faire face à ces sujets d'équilibre, vie professionnelle, vie personnelle. Et ce sont des sujets qui nécessitent, on va dire, une volonté personnelle. À la fin de la journée, je me suis rendu compte que on parle beaucoup de ça, mais si toi, tu n'as pas envie d'harmoniser ça, si tu n'as pas envie de tout dessiner, de faire ta cartographie, de prioriser, tu peux pas y arriver. À la fin de la journée, c'est vraiment une quête d'abord personnelle. Et puis maintenant, à toi d'identifier la boîte dans laquelle tu es, côté familial, comment ça se passe, et voir si oui ou non ça te convient, et réajuster. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est une équipe et il faut vraiment communiquer. Parce que souvent, nous les femmes, ce qui nous arrive, c'est qu'on ne communique pas suffisamment avec notre conjoint pour lui dire, écoute,
c'est quoi ton emploi du temps? Qu'est-ce que tu as à faire? Écoute, à cette période, quand on planifie, j'ai une mission, je serai très chargée, je vais devoir finir tard. Qu'est-ce que tu peux faire? À quel moment est-ce que tu peux intervenir dans la maison? À quel moment tu peux être là? Ou bien à quel moment tu peux aller chercher les enfants? Etc. etc. Donc quand c'est planifié, et c'est planifié à deux, au lieu que la femme s'asseye toute seule pour planifier, pour faire son programme annuel, ou bien ses tâches quotidiennes et tout, elle peut demander à son conjoint, écoute, est-ce que tu peux commencer un peu plus tard aujourd'hui? Parce que je dois arriver au boulot très tôt. Tu déposes les enfants demain. Est-ce que tu peux déposer les enfants demain? En fait, tout est une question de communication, d'échange, d'équilibre entre les deux partenaires, entre les partenaires, pour pouvoir vraiment gérer les choses de manière plus fluide. En fait, j'ai un exemple même qui matérialise ce que tu dis. J'ai une amie qui, avec son mari, ils sont tout le temps 2 avions. Mais aussi bizarre que ça puisse paraître, les enfants ne restent pas un jour sans voir un des parents. Aussi complexe parce que justement, ce qu'ils font, c'est que par trimestre, ils prennent leur calendrier. Je dois être en mission, je dois faire ceci. Ok, est-ce qu'il y a moyen de décaler un tout petit? Parce qu'il faut impérativement que l'un d'entre eux soit à la maison pour les enfants. Et c'est ce qui ramène encore au système d'aide dont je parlais. Il faut identifier. Et ce n'est pas un frein. S'occuper, par exemple, de choses qui n'ont rien à voir avec le travail ne sont pas un frein à ton épanouissement professionnel. C'est une question d'organisation. Exactement. Et de pouvoir avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne peut pas tout faire et on a besoin d'aide. Exactement. Et je pense que c'est extrêmement important, justement, cette question d'organisation, cette question d'intentionnalité dans tout ce qu'on fait. C'est vraiment de comprendre que notre vie est un investissement. Tout ce que nous faisons, ce qui nous est donné, ce sont des ressources que nous avons à gérer pour réussir notre vie. Donc, que ce soit le temps, que ce soit le travail, que ce soit l'argent, ce sont des ressources que nous avons et qui sont mises à notre disposition pour pouvoir réussir l'entreprise qu'est notre vie. Et pour beaucoup de personnes, ils ne conçoivent pas leur vie comme une entreprise. Ils ne conçoivent pas leur vie comme un projet à réussir. Ils ont le sentiment qu'on est arrivé, on est là, et c'est juste le travail ou la vie professionnelle qui doit être réussie. Non, vous devez réussir vos vies, pas vos carrières seulement, mais vos vies. Et pour ça, c'est un ensemble de choses que vous devez mettre en place de manière intentionnelle. Donc, vous allez avoir, comme tu dis, des acteurs, parce que quand on est une entreprise, on analyse ses parties prenantes, on regarde son environnement, on sait qui peut nous aider, qui sont mes fournisseurs, qui sont mes clients, ainsi de suite. Donc, dans chacune de nos vies, on est une entreprise, on fournit un service, c'est notre vie. Et puis surtout, il ne faut pas se dire qu'on doit tout porter sur notre dos et sur notre tête. Non. Parce que si on se dit qu'on va tout porter, eh bien on s'écroule. Et moi, je rencontre beaucoup de personnes qui se disent « Non, si je ne suis pas là, rien ne peut marcher. Si je ne suis pas là, rien ne peut se faire. Si je ne suis pas là, il n'y aura pas un équilibre dans notre vie. » Tout ça. Alors qu'en réalité, qui est indispensable? Personne n'est indispensable. Personne. Et c'est exactement ça. Et je pense que nous, en tant que RH, on a cette responsabilité, en mon sens, d'accompagner les collaborateurs dans la recherche de cet équilibre. Parce que beaucoup, on se limite à... Tant qu'ils délivrent au travail, c'est très bien. Et je vois encore des entreprises où on donne l'impression aux gens que leur vie personnelle ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce que tu fais au travail. Mais le personnel affecte le professionnel, ainsi de suite et vice-versa. Comment tu gères ça, toi, en entreprise? Alors, moi, honnêtement, j'ai tout le temps ma porte ouverte. Ça, je pense que c'est la première chose fondamentale. Il faut être accessible vis-à-vis des collaborateurs qui se disent que, OK, comme je disais tantôt, j'ai un collègue qui m'a dit, moi, j'ai ce besoin-là de pouvoir déposer mes filles le matin à l'école. D'accord. Je peux rester jusqu'à 21h. OK, donc ça veut dire que par moment, il faut être un tout petit peu agile pour permettre aussi aux collaborateurs de pouvoir être épanouis, de pouvoir atteindre un peu cette forme d'équilibre-là. Une chose est claire,
Et je pense que là, c'est fixé, ça commence vraiment à être fixé dans les esprits de manière définitive. On ne peut plus parler d'égalité. Il faut être équitable. Et ce que moi j'entends par équité, c'est même dans la manière dont tu peux être flexible par rapport à un besoin spécifique d'un collaborateur. Certes, tout le monde doit être là à 7 heures, je dis n'importe quoi. Ok, mais si lui, on peut lui donner 30 minutes, qui finit un peu plus tard, ou même qui décide de ne pas prendre sa pause, il faut être flexible pour permettre justement aux collaborateurs de pouvoir avoir un peu ce semblant de contrôle sur ces aspects-là. Il faut qu'ils se disent que j'évolue dans une entreprise où mes besoins sont pris en compte. Et c'est justement ça. En tant qu'entreprise, et quand on est RH, on doit garder cet état d'esprit-là. Quelle est ma valeur ajoutée? Qu'est-ce qui fait que Ousmina peut travailler avec moi dans mon entreprise? Qu'est-ce que je lui apporte en plus? Parce que souvent, les collaborateurs vont nous quitter pas parce qu'ils sont mal payés ou qu'il n'y a pas de perspective, mais tout simplement parce qu'on n'a pas eu ce niveau de flexibilité-là pour leur permettre de pouvoir joindre les deux bouts. Donc à un moment, il faut se différencier. Et c'est sur ces petits leviers-là qu'on peut se différencier. Être flexible, avoir des horaires, on va dire, plutôt souples en fonction du contexte. Le télétravail, par exemple, c'est important. On en parle tous. Mais pour moi, le télétravail ne doit pas être accordé à tout le monde. Ça, c'est mon point de vue. Ça peut être discutable. Mais je pense que le télétravail est un moyen flexible de pouvoir fidéliser les talents. Une maman qui vient, qui a accouché, qui a fait ses congés de maternité, qui se dit, ok, c'est bientôt la tabaski. D'ailleurs, ça nous est arrivé toutes. On n'a plus de nounou. Je ne peux pas venir travailler calmement, être productive, sachant que mon système d'aide est défaillant. Ça peut arriver. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me permettre quand même de gérer un peu le temps de retourner à une situation normale? Je vois mon employeur exceptionnellement pendant 2-3 semaines, est-ce que je peux faire du télétravail? La nounou que j'avais n'est plus là, ou le système d'aide mis en place est présentement en pause. On doit pouvoir être flexible. C'est ça notre valeur ajoutée. Et avoir aussi la capacité d'écoute, parce qu'en plus de la flexibilité, c'est que tu as bien écouté ton collaborateur, tu l'as compris aussi. Parce que tu peux écouter, oui, ok, d'accord, voilà, il m'a dit ça, mais ne pas en tenir compte. En fait, c'est ça. C'est pour ça que je parle beaucoup d'être accessible. Cette sensibilité-là, c'est ça, oui. Exactement, cette sensibilité. Et justement, c'est cette notion d'inclusion. C'est cette notion d'inclusion parce qu'on a beaucoup développé les notions d'inclusion sur les questions de handicap et autres, de comment inclure. Mais il y a des besoins spécifiques et il y a des aménagements raisonnables qui peuvent être faits et qui ne coûtent rien, qui ne demandent pas un investissement à l'entreprise, mais qui vont permettre à un collaborateur d'avoir un certain équilibre et d'être plus productif. Et c'est vraiment, comme tu dis, cette valeur ajoutée que nous devons avoir en tant que professionnels RH, de se dire, on doit pouvoir accompagner nos collaborateurs dans tous les aspects de leur vie. Absolument. Parce qu'en effet, si on ne peut pas être ces personnes-là qui vont les écouter, qui vont les accompagner, qui vont les entendre leurs problématiques, mais on ne peut pas les faire grandir. On ne peut pas les rendre productifs et on ne permet pas à l'entreprise de bénéficier du plein potentiel de ces personnes-là. Parce que, patience, un collaborateur qui grandit au sein de l'entreprise et qui sent qu'à chaque étape, l'entreprise est là. L'accompagne. Souvent, on parle beaucoup de bébés d'entreprise. Parce que oui, à chaque étape, l'entreprise a été là. L'entreprise s'est adaptée pour créer le cadre ou l'espace qui permet aux collaborateurs de se sentir mieux ou bien et tout ça. Et le collaborateur qui grandit, mais il développe son sentiment d'engagement. C'est important. Et ça fait que plus tard, à son tour,
Il pourra impacter parce qu'il a eu l'opportunité d'évoluer dans une entreprise comme ça. Demain, en tant que manager, il saura transmettre cela. Demain, s'il crée sa boîte, il saura faire cela. Exactement. Et donc, il y a cette dimension aussi impact-là qu'il faut prendre en compte. La manière dont on fait grandir les collaborateurs, la manière dont on s'ajuste à leurs besoins permet véritablement d'impacter leur vie, de les engager, mais également d'impacter la vie des autres. Et surtout de rendre l'entreprise plus productive, parce que Aussi. ça joue sur la productivité C'est aussi de exactement l'entreprise. ça. Oui. Oui, c'est ça l'objectif et c'est de véritablement comprendre que investir sur les RH, investir sur cet équilibre vie personnelle, vie professionnelle ou en tout cas cet équilibre de vie en mon sens parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir vie personnelle, vie professionnelle. En fait, c'est la vie de la personne qu'on affecte. On doit cesser en entreprise de le considérer comme un centre de coût. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur les questions de bien-être, il y a plein de choses qui sont faites et c'est génial dans beaucoup d'entreprises. Maintenant, il y a vraiment cet accompagnement qu'il faut avoir, cette écoute, cette flexibilité. Parce qu'aujourd'hui, on réfléchit beaucoup de manière générale. On va apporter une réponse générale pour tout le monde. On va mettre une crèche pour tout le monde. On va mettre une salle de sport pour aider les gens à aller au sport. C'est très, très bien. Il y a des besoins spécifiques. Il y a des personnes qui ont d'autres aspirations. Il y a des personnes qui n'aiment pas le sport, mais qui aiment autre chose. Comment est-ce qu'on les accompagne? Il y a des personnes qui... quand on met la crèche et celles qui n'ont pas de bébé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on considère qu'elles ont simplement tout le temps du monde? Non, peut-être que leur temps, elles peuvent le consacrer à autre chose. Donc, ces différentes problématiques sont importantes à suivre, à gérer, à accompagner pour vraiment permettre aux uns et aux autres d'avoir un vrai équilibre et d'être épanouis et de faire de nos entreprises de véritables espaces d'expression et de développement des uns et des autres. Donc les amis, on vous invite vraiment à parler, à communiquer. Bismillah, est-ce que tu aurais un dernier mot pour nos amis sur comment gérer l'équilibre? Très bien, je dirais comment gérer l'équilibre. Les deux clés essentielles que je peux partager, c'est surtout savoir réellement qu'est-ce qui nous porte, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est épanoui. Parce que dès l'instant où on connaît ça déjà, on a déjà réglé une bonne partie de nos problèmes et de nos frustrations. On saura déjà comment est-ce qu'on peut s'organiser pour toujours rester dans cet équilibre. Et aussi, la deuxième chose, c'est de pouvoir automatiser. Souvent, dans les entreprises aujourd'hui, avec l'aide de l'IA, on peut automatiser toutes nos tâches répétitives. Exact. Quand on réussit à automatiser nos tâches répétitives, ça nous permet de gagner plus de temps et de pouvoir faire autre chose et de ne pas être tout le temps à la bourre et être sous l'eau. Merci beaucoup. Ben oui, moi j'adore. Ouvrez-vous à la technologie. Ben, ne soyez pas comme moi. Pour l'instant, j'ai pas encore compris comment ça marche exactement l'IA, mais j'y suis. J'y travaille. Donc ne soyez pas comme moi. Ouvrez-vous à la technologie, ça aide énormément. Donc Khady, quel serait ton dernier mot sur... Alors moi je dirais vraiment de ne pas culpabiliser. On a parlé de ça. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous ressourcer. C'est important pour pouvoir donner en retour. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Quand on est full, quand il n'y a plus de place ou quand on se sent vide à l'intérieur parce que justement on est départi de vraiment qui nous sommes, on est là plus pour les autres. Finalement, on n'a plus rien à donner. Donc, prenez le temps pour vous, pour pouvoir mieux donner aux autres. Et peut-être dites-nous en commentaire, je vais vous demander de prendre 2 heures de votre semaine que vous allez dédier à vous et à vous uniquement, même pour ne rien faire. Même pour vous asseoir, pour regarder l'horizon, pour faire tout ce que vous voulez, mais juste 2 heures où vous vous déchargez de tout. Et dites-nous ce que ça vous a fait. Et une chose est sûre, je pense que ça va quand même vous ressourcer un tout petit peu. Partagez-nous ce que vous avez eu à faire pendant ces 2 heures-là. Et puis, n'hésitez pas aussi à vraiment nous revenir. Vos retours d'expérience seront beaucoup appréciés. Mais une chose, ne culpabilisez surtout pas. Donnez-vous du temps, c'est important.
Super les amis, merci infiniment d'avoir été avec nous. L'exercice est là, faites-le. Prenez le temps de vous ressourcer, mais surtout prenez le temps de vivre intentionnellement, parce que c'est important. Vous êtes la seule personne avec laquelle vous allez vivre tout au long de votre vie. Et je peux vous assurer que vous n'avez pas envie de vivre avec une personne stressée, vous n'avez pas envie de vivre avec une personne qui est sous l'eau, vous n'avez pas envie de vivre avec une personne qui est désagréable. Vous ne voulez pas ça avec votre conjoint, donc personne ne veut ça. Donc rassurez-vous, ne faites pas ça. Alors nous vous encourageons à véritablement prendre le temps de vivre. Prenez le temps d'apprécier ce que vous avez, de prendre le temps d'avoir des moments de qualité dans tout ce que vous faites, que ce soit au travail, à la maison, partout où vous êtes. Prenez le temps de vivre, prenez le temps d'apprécier, prenez le temps de remercier même pour vos épreuves. Parce que même les moments difficiles par lesquels on passe nous apprennent énormément sur nous-mêmes, sur ce que nous pouvons supporter et ce que nous savons faire. Alors, je vous invite vraiment à être intentionnel dans votre vie, à prendre le temps de vivre pleinement et d'être épanoui. C'était la pause RH. On a été super contente d'être avec vous. Merci les filles. Alors, vous le faites comme vous voulez. Un café, un thé, un bonbon, un biscuit. Vous faites ça comme vous voulez. Et nous, on se retrouve au prochain épisode. À bientôt. Au revoir. Au revoir.